Le président de la République inaugure le nouveau siège de l'école des mines, du pétrole et du gaz de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises et la délégation générale aux documents nationaux. Le président de la République pose la première pierre des futurs édifices de l'école commerciale d'enseignement technique professionnel et du laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments. Le Premier ministre préside la réunion périodique du Conseil supérieur du numérique. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. D'abord, le courrier du président de la République avant de passer au développement de ses titres. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a adressé aujourd'hui un message de félicitations à Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, à l'occasion de la célébration par son pays de sa fête nationale. Je vous livre ce message. Votre Excellence, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, j'ai le plaisir d'exprimer à votre Excellence mes plus chaleureuses félicitations, souhaitant au peuple américain ami davantage de progrès et de prospérité. Je vous réitère notre engagement à travailler avec votre Excellence ensemble pour renforcer et développer les relations de coopération existantes entre nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples amis. Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. 3 édifices publics inaugurés ce jeudi par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à Nouakchott et précisément dans la Mourata du Ksar. Il s'agit de l'école de formation professionnelle et technique dans le domaine des mines, du pétrole et du gaz, le nouveau siège de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises et le siège de la délégation générale aux documents nationaux. Bokar Baylaba. Première infrastructure inaugurée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, il s'agit de l'école de formation professionnelle et technique dans le domaine des mines, du pétrole et du gaz. Sur place, le président de la République a été édifié sur les données techniques de cet établissement, sa capacité, les domaines de spécialisation et la mesure dans laquelle ces spécialisations répondent aux exigences du marché du travail national prometteur. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Formation professionnelle des arts et de l'artisanat, Mohamed Melaïn Eyi, a indiqué que la création de l'école des mines, du pétrole et du gaz, conformément aux directives du président de la République, s'est basée sur une étude qui a identifié les besoins en compétences du marché du travail dans ce secteur. Et cela conduit à l'élaboration de 9 programmes de formation pour les techniciens supérieurs dans le secteur de la pétrochimie, production pétrolière et gazière, des mines, entre autres. Il a indiqué qu'un partenariat solide a été établi, aboutissant ainsi à l'approbation du soutien du projet DREAM pour le développement des ressources énergétiques et le soutien au secteur minier. La mise en œuvre de cet établissement s'inscrit dans le cadre du remarquable développement des infrastructures dans divers domaines. En procédant à l'inauguration d'infrastructures majeures et à la pose des premières pierres d'autres projets prometteurs, nous célébrons ensemble une nouvelle étape dans une action de développement. Nous affirmons que la carte de l'aménagement urbain de notre pays s'élargit avec rigueur, professionnalisme et un sens élevé de la responsabilité. Dans le droit fil de la vision que vous avez définie dès votre accession à la magistrature suprême, faire de l'homme la finalité et le moteur du développement. Et ainsi, avec l'inauguration du bâtiment de l'école de formation professionnelle et technique dans le domaine des mines, du pétrole et du gaz, nous marquons l'achèvement d'un édifice scientifique et technique qui incarne l'investissement dans les compétences nationales et ouvre aux jeunes un véritable portail vers un marché de l'emploi porteur. Ces projets n'auraient pu aboutir sans votre foi profonde, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en un développement qui commence par l'homme, se construit par la science et le travail et se construit par la planification
et l'institutionnalisation. Autre allocution, c'est celle prononcée par le maire de la commune de Lixar, Mohamed Salek Omar, qui a salué les multiples réalisations dans divers domaines de développement, soulignant l'importance des installations inaugurées visant l'amélioration des conditions de vie des habitants. L'école dispose d'un auditorium pouvant accueillir 130 étudiants, d'un pavillon administratif, d'une bibliothèque de 2 salles de simulation, forage, production et maintenance, de 6 salles de cours, 8 laboratoires, des salles informatiques, le tout sur une superficie bâtie de plus de 3 hectares. Et il a été réalisé sur une période de 18 mois pour un coût financé d'environ 211 millions de nouvelles zughiyas. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a également inauguré le siège de la délégation générale à la sécurité civile et de la gestion des crises. Il a été édifié sur les composants de l'infrastructure, les équipements dont elle est dotée, les méthodes adoptées dans leur construction et l'apport qualitatif qu'elle apportera pour renforcer les performances de l'institution. Le nouveau siège dispose de 45 bureaux, une salle de conférence, une salle de réunion, un bureau pour le délégué général avec ses annexes, une salle informatique, un restaurant, entre autres installations. Le bâtiment, dont le coût total s'élève à 49 millions de nouvelles zughiyas, a été achevé en 15 mois. Le président de la République a aussi procédé à l'inauguration du siège de la délégation générale des archives nationales. Cette nouvelle structure sera désormais en mesure d'entretenir, restaurer et gérer des archives nationales qui constituent une richesse importante. En d'autres termes, les archives nationales sont les gardiens de la mémoire nationale. Le nouveau siège dispose de 36 bureaux, 2 salles de conférence, 2 salles d'archives, une salle de réunion élargie et quelques autres équipements de base. Ce bâtiment, qui constitue un siège approprié pour cette importante institution, a été achevé en 15 mois. Le chef de l'État a également donné le coup d'envoi de la construction de 2 bâtiments, l'un destiné à l'école commerciale d'enseignement technique professionnel et le second au laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments. Nous retrouvons Bokar là-bas. Une nouvelle structure scientifique vient renforcer les infrastructures sanitaires nationales. Cette structure a un nom, Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, qui a procédé à la pose de la première pierre du siège de cette structure implantée dans la Muqata de Sabha. Le processus de développement et de modernisation du système national de santé s'inscrit dans la continuité d'une série d'étapes qui reflètent la place centrale de la santé dans la vision de développement du président de la République. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Santé, Abdoulaye Rouadi, a déclaré que la pose de la première pierre du siège du laboratoire national du contrôle de la qualité des médicaments est un véritable point de départ pour un plan ambitieux visant à le rétablir en termes de structure, d'équipement, de ressources humaines, de cadre juridique et de reconnaissance institutionnelle. Et il a précisé que la mise en œuvre de ce laboratoire permettra à notre pays d'avoir la souveraineté pharmaceutique et sera l'une des plus importantes structures de contrôle du système de santé national. Selon lui, ce laboratoire va permettre d'établir une nouvelle phase de la relation du citoyen avec la médecine basée sur la confiance. Le siège du laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments sera réalisé sur une période de 12 mois avec un financement de 104 millions de nouvelles zughiyas. La structure disposera de laboratoires spécialisés dans le contrôle de la qualité, l'expérimentation biologique, la stérilisation et la microscopie, ainsi qu'une aile administrative, une salle de formation et de conférences, une zone d'hébergement temporaire pour les experts et les visiteurs, ainsi que des espaces techniques et professionnels. Le président de la République a également procédé à la pose de la première pierre de l'école de formation technique et professionnelle commerciale. Ainsi, ce sera un bâtiment de haut standing qui sortira de la terre et permettra à notre pays d'occuper une grande position dans le domaine de l'enseignement commercial, contribuant ainsi de manière significative au dynamisme du secteur des services. L'école de formation technique et professionnelle commerciale, dont l'achèvement est prévu dans 18 mois, disposera d'un bâtiment principal d'enseignement avec un rez-de-chaussée et 2 étages. Le bâtiment disposera aussi de 24 salles de classe, 20 laboratoires d'expérimentation scientifique et technique et 5 salles d'activités pratiques,
Une aile administrative comprenant 20 bureaux pour la direction et le personnel d'encadrement. L'établissement comprend 2 amphithéâtres polyvalents d'une capacité de 300 places, un hôtel pédagogique dédié à la formation des étudiants au métier de l'hôtellerie et du tourisme, un restaurant pratique, une salle de formation, 12 chambres et une suite royale. Il comprend également une infirmerie, 2 terrains de sport, des parkings, des espaces verts et des aires de repos. Coût de réalisation, 117 millions de nouvelles aiguillas. L'actualité à la primature marquée par la réunion périodique du Haut Conseil du numérique sous la présidence du Premier ministre Mokhtar Ould Diaye. La réunion a discuté du rapport présenté par le département de tutelle au cours de la dernière période et les perspectives. Le Haut Conseil du numérique s'est félicité des progrès réalisés dans le domaine de la sécurisation des données ainsi que de la numérisation des services et les étapes franchies dans l'amélioration de la liaison avec les réseaux de communication et l'Internet, en plus des horizons prometteurs déclinés par les rapports. En définitive, le Premier ministre a donné des orientations pour la réactualisation de la stratégie nationale en associant les départements concernés et les privés et à prendre en compte le développement rapide et du numérique. Il a également insisté sur l'importance d'accorder la priorité aux domaines liés aux besoins des citoyens, conformément aux recommandations du président de la République à œuvrer à l'accélération de l'achèvement de sa numérisation de façon qui permette aux usagers d'en profiter et d'améliorer les services fournis par l'administration publique. L'Assemblée nationale a tenu ce jeudi 2 plénières consacrées à la réponse des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire à des questions orales qui leur ont été adressées par les députés Sid Ahmed Mohamed Hassan et Mohamed Lemine Sidi Mouloud relatives aux retombées des prêts et subventions acquis par l'État et à la gestion des conséquences de la crue des agriculteurs dans la vallée. Mohamed Lemine Bakar. La question adressée au ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Ould, par les députés Sid Ahmed Mohamed Hassan, portait sur les bénéfices que notre pays a tirés ces dernières années de nombreuses opportunités de financement, tant sous forme de subventions que de prêts, grâce à des accords ciblant divers secteurs, et de faire remarquer que les résultats escomptés de ces financements restent en deçà des espoirs et aspirations économiques et sociales qui y sont placés. Le député a demandé des précisions sur les mécanismes utilisés par les ministères pour évaluer et suivre la performance des projets et programmes financés par des fonds extérieurs ainsi que sur leur contribution à la réalisation des objectifs. Il a également demandé des précisions sur la stratégie du ministère visant à créer un climat d'investissement attractif pour les capitaux étrangers et à encourager le secteur bancaire national à contribuer au financement de l'économie. En réponse à cette question, le ministre de l'économie et des finances a souligné que l'emprunt n'est pas une fin en soi, mais plutôt une option parfois imposée par les circonstances, notamment lorsqu'il s'agit de projets dépassant la capacité de l'État à mobiliser des financements nationaux. Il a ajouté que l'État se trouve parfois contraint de recourir à l'emprunt pour financer des projets stratégiques prioritaires, que les ressources sont dirigées vers des objectifs spécifiques et éviter les déséquilibres qui entravent la mise en œuvre. Il a enfin indiqué l'absence de classification précise des institutions ayant mis en œuvre des projets par le passé, que ce soit en termes de capacité technique, d'équipement ou de situation financière. Cela a entraîné, a-t-il dit, leur faible performance et leur incapacité à suivre le rythme de la dynamique économique du pays. Il a enfin souligné la nécessité de renforcer les capacités de ces institutions afin d'assurer la durabilité et l'amélioration de la mise en œuvre des projets de développement. Quant au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Momo Bebat, il a été interpellé par les députés Mohamed Lemine Sidi Mouloud sur les effets des récentes inondations qui ont touché le pays et les dommages qu'elles ont causés au secteur agricole, s'interrogeant sur l'ampleur de ces pertes et sur les mesures prises par le ministère pour soutenir les agriculteurs touchés. Dans sa réponse, le ministre a expliqué que le cours supérieur du bassin du fleuve et un certain nombre de régions voisines ont connu de fortes pluies au cours de l'automne 2024, entraînant des inondations dans le cours principal du fleuve et certains de ses affluents, notamment dans les wilayas du Trarza,
du Gorgol, du Brakna et du Guidimar. Il a ajouté que ces inondations ont touché certains villages de basse altitude sur les rives du fleuve, causant des dommages divers à l'agriculture, y compris un nombre limité de fermes. Le ministre a déclaré que la campagne agricole d'automne 2024 a couvert une superficie de 44 865 hectares, dont 90% dans la wilaya du Trarza et 10% dans le bassin supérieur du fleuve, avec une production estimée à 18 299 tonnes de riz brut. Il a fait savoir que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avait très tôt ordonné la formation de comités ministériels techniques et régionaux pour suivre les effets des inondations et prendre les mesures préventives nécessaires pour protéger les vies, les biens et les installations agricoles des citoyens. Le ministre a noté que le secteur a œuvré pour encourager les agriculteurs à participer activement à la campagne agricole d'été en fournissant des intrants essentiels et en facilitant les procédures connexes. Le ministre a noté que le secteur a œuvré pour encourager les agriculteurs à participer activement à la campagne agricole d'été en fournissant des intrants essentiels et en facilitant les procédures connexes, tout en maintenant le soutien de l'État de plus de 50% pour les intrants agricoles. Enfin, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a annoncé que la campagne agricole d'été 2025 couvrirait 52 000 hectares, soit la plus grande superficie de l'histoire du pays par rapport aux années précédentes. Il a considéré cela comme une réalisation remarquable qui reflète l'intérêt croissant des pouvoirs publics pour le secteur agricole. Les États-Unis d'Amérique ont soufflé hier, mercredi, la 249e bougie de l'anniversaire de leur indépendance. À Nouakchott, l'événement a été commémoré par une réception à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à laquelle notre gouvernement était représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salih El Merzouk, et son collègue de la défense des retraités et des enfants des martyrs, Hanan Aoul Sidi, ainsi que d'autres personnalités. Dans un discours prononcé à cette occasion, le chargé d'affaires de l'ambassade, John Ice, a indiqué que son pays cherche à soutenir le développement économique de la Mauritanie par le biais du commerce et non de l'aide, conformément à l'orientation défendue par le président Trump et conformément à la vision de la Mauritanie d'une relation bilatérale plus équilibrée. Il a ajouté que son pays n'encourage pas la dépendance, mais investit dans la prospérité mutuelle, indiquant qu'ils font de la diplomatie commerciale un axe clé des relations bilatérales, avant de noter que les entreprises américaines voient des opportunités en Mauritanie dans le domaine de l'énergie, des transports, de la digitalisation et de l'agriculture. Vers l'organisation de la Zakat à travers une institution chargée de sa gestion. Le projet en gestation faisait ce jeudi l'objet d'un atelier au cours duquel les participants ont suivi un exposé sur la Zakat et les effets entrepris par le gouvernement pour en assurer le recouvrement et son intégration dans les politiques de développement. Récit de Mohamed Khattat. C'est sous le thème la Zakat, institutionnalisation et activation de sa mission économique et sociale que s'est tenu cet atelier du Haut Conseil de la Zakat, troisième pilier de l'islam, visant à élaborer une vision globale et codifiée de l'investissement dans la Zakat, la diffusion de sa culture et la sensibilisation quant à son importance en tant que rituel religieux. Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Sidi Yahya Ould Cheikh El Mrabout, a précisé que la zakat n'est pas seulement une obligation religieuse, mais plutôt un outil efficace pour renforcer la cohésion sociale et la coopération entre les membres de la société, en plus de son rôle dans l'équilibre économique et social. Il a indiqué qu'elle constitue un moyen efficace de réaliser la solidarité et de lutter contre la pauvreté et la marginalisation, soulignant à cet égard que la zakat vise à purifier les richesses et les âmes et à promouvoir les valeurs humaines et l'amour du bien. Le ministre a souligné que l'organisation de la zakat et son activation constituent une priorité absolue dans le programme ambitieux de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui n'a cessé de souligner l'importance de la zakat dans le cycle économique du pays. Cette vision, dit-il,
de son Excellence le Président de la République a été concrétisée par le gouvernement dirigé par le Premier ministre, M. El Mokhtar Ould Djaï, en créant la Maison de la Zakat et le Haut Conseil de la Zakat, lesquels œuvrent tous deux avec diligence à la réalisation des objectifs fixés par les plus hautes autorités du pays à cet égard. Lui succédant, le président du Haut Conseil de la Zakat, M. Talbakhyar Ould Cheikh Mamina, a déclaré que la Zakat est le troisième pilier de l'islam, rappelant que dans son programme électoral de 2019, son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, s'était engagé à créer une autorité de la zakat, reconnaissant son importance pour l'instauration d'un système de solidarité sociale, les nouvelles ressources productives, humaines qu'elle apporte et les significations sublimes qu'elle ajoute au développement social et à la consolidation des principes de solidarité sociale. Pour sa part, M. Cheikh El-Afia Ould Mohamed Khouna, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, a souligné que le secteur privé est un partenaire clé dans ce processus, outre son rôle essentiel dans la création d'emplois, la stimulation de l'activité économique et l'approvisionnement du marché. Il a noté qu'il est aujourd'hui appelé, au nom de la responsabilité sociale et nationale et du devoir religieux, à soutenir les efforts du Haut Conseil de la Zakat et à mettre en place des mécanismes transparents et efficaces garantissant que la Zakat parvienne à ses bénéficiaires légitimes et soit utilisée pour financer des programmes productifs et réduire la pauvreté et la vulnérabilité. La Zakat, dit-il, pouvant ainsi être un véritable levier économique. En marge de l'atelier, les participants ont suivi des exposés relatifs au thème en question et écouté des conférences appelant à verser la zakat à la maison de la zakat, imams et fuqaha s'arrêtant sur l'institutionnalisation et l'activation de la mission économique et sociale de la zakat. Au volet de l'environnement et du développement durable, on notait ce jour la signature d'une convention destinée à l'exécution de la composante mauritanienne du projet de renforcement des co-investissements publics-privés pour l'action climatique dans le système agroalimentaire et la formation des acteurs publics-privés. Les documents ont été paraphés par la ministre de l'Environnement et du Développement durable et la représentante de la FAO, Maïmouna Lô. Renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés rurales face aux effets du changement climatique, tel est l'objectif de cette signature de l'accord de mise en œuvre du volet mauritanien du projet Suraqua. Ce projet concerne 8 pays sahéliens, membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, dont la Mauritanie. Dans son allocution, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Souda Mintbaham Ould Mohamed Lahlaf, a indiqué qu'il s'agit d'un projet stratégique qui vient couronner des efforts collectifs et une implication sincère au service du développement environnemental durable, non seulement en Mauritanie, mais dans l'ensemble de la région du Sahel. La ministre a souligné qu'en Mauritanie, le projet sera mis en œuvre par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, en étroite coordination avec la FAO, pour une durée de 8 ans. Il repose sur un ensemble d'interventions durables sur le terrain, parmi lesquelles la réhabilitation des terres dégradées, la valorisation des ressources forestières non ligneuses, le renforcement des chaînes de valeur locales et le développement des capacités des acteurs à la base. Dans son discours, le représentant de la FAO a abordé le montant destiné. Le programme est doté d'un investissement de 222 millions de dollars, dont 150 millions de dollars en subvention et le reste en cofinancement au profit de 8 pays de la Grande Muraille Verte, à savoir le Burkina Faso, le Djibouti, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Tchad. Cette initiative est la première proposition multinationale de l'AFAO et la plus importante demande de financement jamais soumise au nom de ces pays membres. L'initiative vise à développer les pratiques réussies de restauration des terres en utilisant une diversité d'espèces indigènes pour augmenter la résilience des moyens de subsistance tout en séquestrant le carbone. Le projet Suraqua s'inscrit dans le cadre d'un programme régional d'envergure financé par le Fonds vert pour le climat GCF et mis en œuvre par la FAO. Venons-en à présent à la conférence de presse animée hier par les ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, des domaines du patrimoine et de l'État
et de la réforme foncière, du commerce et du tourisme, de l'action sociale de l'enfance et de la famille, et enfin du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget. Ils ont commenté les projets de décrets adoptés et les communications par le Conseil des ministres. Les points avec Rahmaba. À l'issue du Conseil des ministres tenu mercredi, plusieurs membres du gouvernement ont animé une conférence de presse pour commenter les principales décisions prises. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulimedou, a ouvert la conférence en annonçant l'adoption de plusieurs textes importants, dont la création d'un prix du président de la République pour le volontariat, l'adoption du décret d'application du Code des investissements, ainsi que l'approbation de 3 plans de lotissement déclarés d'utilité publique. L'extension de Wampu, les regroupements de Trarza et Bezoul Rahma. 2 communications ont également été approuvées, l'une sur un plan spécial de relance du tourisme intérieur, l'autre sur la stratégie nationale de protection sociale 2025-2035. Prenant la parole à son tour, le ministre des Domaines, M. Mortar Ahmed Bousseif, a détaillé les projets de lotissement susmentionnés. Il a expliqué que ces mesures visent à reloger des populations exposées à des risques, notamment d'inondations, et s'inscrivent dans une volonté de lutter contre l'urbanisation anarchique tout en facilitant l'accès aux services de base. La ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mentahmedna, a ensuite présenté le plan de relance du tourisme intérieur. Elle a souligné qu'il s'agissait d'une stratégie nationale ambitieuse pour valoriser le patrimoine culturel et contribuer à l'économie du pays. Des offres touristiques attractives seront mises en place en partenariat avec le public et le privé, incluant activités culturelles et sportives adaptées aux spécificités régionales. La ministre de l'Action sociale, Mme Safia Mentantaha, a exposé les grandes lignes de la stratégie nationale de protection sociale 2025-2035, centrée sur l'inclusion, la lutte contre l'exclusion et la réduction de la pauvreté. Cette stratégie prévoit l'élargissement des aides sociales, l'augmentation des bénéficiaires de l'assurance maladie, le renforcement des filets sociaux et la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Un système de suivi-évaluation accompagnera la mise en œuvre pour garantir son efficacité. Enfin, le ministre délégué chargé du budget, M. Kodjoro Moussa Ngenor, a présenté le projet de décret d'application du Code des investissements. Ce texte fixe l'organisation et le fonctionnement des services liés à la création et au suivi des entreprises, définit les procédures d'agrément et précise le rôle du Conseil interministériel de l'investissement et de son comité technique. Le porte-parole du gouvernement a également salué la reconnaissance par l'Organisation mondiale de la santé et l'éradication du trachome en Mauritanie, qui devient ainsi le 2e fléau éradiqué après le ver du Guinée en 2009. Il a précisé que cette réussite repose sur les ressources nationales. Concernant le nouveau prix du président de la République pour le volontariat, il a précisé qu'il sera doté de 6 millions de guillas et vise à encourager l'engagement des jeunes, notamment dans les situations d'urgence. Enfin, il est revenu sur l'annulation des résultats du dernier examen du permis de conduire, justifié par le respect des critères de mérite, suite à des suspicions soulevées par un taux de réussite anormalement élevé. Un nouvel examen sera organisé prochainement. On referme ce journal par les épreuves du brevet qui ont démarré ce jeudi sur l'ensemble du territoire national. Plus de 74 000 candidats y prennent part. Ici à Nouakchott, nos reporters ont pris les poules de cet examen au niveau des centres de Nouakchott Ouest, Nord et Sud. Mohamed Khattat. Les épreuves du brevet de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire sont distribuées aux candidats avant l'arrivée du Wali, M. Mrabi Rabou Bounana, venu afin de s'assurer du bon déroulement de ces épreuves dans une atmosphère sereine pour que les candidats puissent se concentrer sur les réponses et donner le meilleur d'eux-mêmes. Le directeur régional de l'éducation au niveau de la Wilaya, M. Mohamed Salek Ould Talib, a déclaré que 6 396 élèves, dont 53% sont des filles, sont candidats au brevet dans la Wilaya de Nouakchott-Ouest et qu'ils sont répartis sur 15 centres d'examen. Parmi ces candidats, 280 élèves se sont absentés, dit-il. Les examens se déroulent dans de bonnes conditions.
La surveillance est rigoureuse, celui-là appelant à garder à distance les rapports avec les candidats et invitant les surveillants à faire preuve de vigilance afin d'éviter les tentatives de fraude et de tricherie. Les candidats dans les 3 muqata'a de Nouakchott-Ouest, à savoir Tafrakh-Zenel, Ksar et Sabra, se déclarent satisfaits des conditions dans lesquelles se déroulent les examens, saluant la bonne organisation et la précision dans la distribution des épreuves à l'heure précise. Là, dans la wilaya de Nouakchott Sud, c'est avec sérénité et détermination que les candidats semblent avoir abordé les épreuves pour décrocher le sésame de ce brevet tant convoité, pour tourner la page du première et entrer au collège, le torse bondé de fierté et l'esprit bourré d'ambition. L'occasion pour le wali de Nouakchott Sud, M. Cham Zakaria, d'entamer une tournée d'inspection le menant dans des centres d'examen de l'école numéro 3 d'El Mina et du collège de Arafat numéro 8 pour constater de visu le déroulement des examens et les conditions d'accueil des candidats. Il a déclaré que le climat est propice et convenable pour le déroulement des examens de fin d'études secondaires dans les meilleures conditions et qu'il remercie et félicite tous ceux qui y ont contribué, notamment les autorités administratives et sécuritaires, espérant qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin des examens. Pour leur part, les élèves ont apprécié les conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves, tout comme en a fait autant le directeur régional du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme de l'enseignement dans la wilaya de Nouakchott Sud, qui a précisé qu'il y a 33 centres d'examen répartis sur les 3 muqata'a de la wilaya, dont 16 à Arafat, 5 à El Mina et 12 à Riyad. Tout va pour le mieux, dit-il, et les épreuves ont été distribuées dès 8h10 du matin. Là, dans la wilaya de Nouakchott Nord, les centres d'examen ont très tôt été pris d'assaut par les candidats, qui sont plus de 11 000 élèves, dont 60% sont des filles, répartis dans 31 centres d'examen pour le brevet de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire. L'atmosphère bon enfant qui règne dans les salles de classe témoigne de la bonne organisation du concours. Certains élèves affirmant que l'épreuve des mathématiques qui leur a été soumise est à portée de main. L'occasion dans cette wilaya pour le wali Moussaïd de Nouakchott Nord de faire le déplacement pour superviser le démarrage de ces épreuves, déclarant qu'elles se déroulent dans d'excellentes conditions sécuritaires et organisationnelles. Il a précisé que la wilaya compte 11 964 élèves, dont plus de 55% sont des filles, ce qui est un bon indicateur, dit-il, quant à leur scolarité et leur inclusion dans l'opération. Le département de l'éducation a pris toutes les mesures et les dispositions pour garantir la réussite de ces examens dans la wilaya de Nouakchott Nord, comme l'indique le directeur régional, soulignant que plus de 500 professeurs gèrent ce concours, notamment dans la surveillance, dont 31 présidents de centres d'examen sont des directeurs de lycées, de collèges, des inspecteurs et des personnes de grande expérience dans le domaine. Ainsi, dit-il, tout va pour le mieux. Pour leur part, les parents d'élèves ont également exprimé leur satisfaction du déroulement des examens et ont exprimé leur gratitude, leur félicitations pour les autorités éducatives de la wilaya. Et c'est ainsi qu'est finie cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À présent, les rappels des principaux titres. Le président de la République inaugure le nouveau siège de l'école des mines du pétrole et du gaz, de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises et à la délégation générale aux documents nationaux. Le président de la République pose la première pierre des futurs édifices de l'école commerciale d'enseignement technique et professionnel et du laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments. Et le Premier ministre qui préside la réunion périodique du Conseil supérieur du numérique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Rendez-vous pour un nouveau JDF demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.